D'abord, bonjour à tous. Vous êtes très nombreux et je suis très impressionné par le succès du Web Summit. Je veux féliciter ses organisateurs et également encourager tous les participants à être à chaque réunion plus nombreux. Je suis très fier aussi qu'il y ait beaucoup d'entreprises françaises, d'entrepreneurs qui sont là dans ce sommet. Je crois que c'est la 3e délégation ici présente, et ce qui confirme, et c'était une volonté que je voulais porter comme président de la République pendant 5 ans, ce qui confirme que la France est un pays de création et d'innovation. Il faut savoir qu'il y a à peu près 500 000 entreprises qui se créent chaque année en France, que Paris, notre capitale, est le lieu où il y a le plus de création de start-up, que nous avons pu faire lever des fonds pour 4 milliards d'euros pour les start-up en France, rien que pour cette année, et qu'il y a donc un environnement qui a été créé favorable aux entreprises innovantes. C'est ce que j'avais appelé la French Tech et qui s'est trouvé porté grâce aux entrepreneurs, grâce aux soutiens qui ont pu être mobilisés. Business France a été aussi un vecteur et la Banque publique d'investissement que j'ai créée dès 2012 a pu financer une grande partie de cette innovation. Le Web Summit, c'est aussi la rencontre entre des start-up et des grands groupes. Et je voulais, comme président de la République en France, pouvoir développer une stratégie qui puisse associer les grands groupes et les start-up. Parce que les grands groupes devaient également relever le défi de la transition numérique et qu'ils n'étaient pas nécessairement préparés à cette mutation. Et qu'il a fallu que les start-up puissent parfois les stimuler, même les accompagner. Je voulais aussi que les start-up puissent travailler avec les grands groupes sans pour autant être absorbés par eux. Parce que les start-up, ce sont les grands groupes de demain. Et qu'il faut leur laisser toute la possibilité, toute la liberté pour se développer. Nous vivons, et j'en ai encore la preuve ici à Lisbonne pour ce sommet, une mutation, une révolution considérable. Après le numérique, il y a l'intelligence artificielle qui va bouleverser, là encore, nos modes de vie, nos modes de production, de consommation, avec le véhicule autonome, avec la médecine prédictive, avec les robots. Je crois que vous avez eu ici un certain nombre de démonstrations. Nous sommes devant une mutation sociale considérable, car il ne faudrait pas que cette rupture technologique puisse être suivie d'une fracture sociale. Et c'est aussi votre rôle d'entrepreneur de faire en sorte que nous puissions éviter qu'il y ait ce décrochage d'une partie de la population, ces inégalités qui puissent se former, alors même que le numérique peut les réduire. L'enjeu, c'est une formation qui doit être dispensée très largement. Et j'avais créé une grande école du numérique en France pour que puissent être accueillis dans des lieux de formation, notamment les jeunes, et en particulier ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail. La formation, c'est la grande priorité. Faire en sorte que les entreprises puissent utiliser un personnel, une main-d'œuvre qualifiée, et aussi faire en sorte que tous les jeunes qui veulent participer de cette grande aventure du numérique puissent le faire à égalité. Votre rôle, votre intérêt, c'est que la révolution numérique ne laisse personne de côté. Et que serait le monde si, avec cette révolution du numérique, il y avait des inégalités supplémentaires qui se creusaient
Et si les plus fragiles étaient aussi les plus exposés, les moins protégés, les plus exclus par rapport à cet accès de tous à la connaissance et à l'information. Chacun sait ce que représentent les chances du numérique, mais aussi les risques et les dangers. C'est vrai que des secteurs entiers peuvent être bouleversés, qu'il peut y avoir des destructions d'emplois sur des sites qui ne peuvent pas nécessairement accueillir la nouvelle économie, qu'il y a même aussi des menaces sur le travail salarié et aussi sur les libertés à travers la captation des données personnelles et aussi sur les entreprises, des menaces qui peuvent également exister quant à la capacité de domination d'un certain nombre de groupes sur d'autres. Et c'est tout l'enjeu des règles fiscales qu'il faut imposer et introduire dans l'ensemble du monde. Il y a tout l'enjeu aussi des data. J'ai été très impressionné par l'usage qui, d'ores et déjà, en est fait. Et j'avais voulu, avec Barack Obama, que l'on puisse proposer au monde et au gouvernement d'ouvrir très largement les données publiques, les data, pour que ça puisse être des matières premières, des matériaux pour la création d'activités, pour de nouveaux usages, pour répondre à de nouveaux besoins, pour aller plus vite dans la résolution d'un certain nombre de défis écologiques. Alors, ce que je suis venu ici exprimer, c'est que les États doivent accélérer autant qu'il est possible la diffusion des innovations, tout en maîtrisant les conséquences de cette révolution numérique sur nos sociétés. C'est de maximiser les avantages et de minimiser les dangers, ce qui suppose des politiques de régulation des marchés, des politiques également d'ouverture des data, de fiscalité pour que les règles de la concurrence puissent être respectées et prévenir les dissimulations de profits ou les délocalisations. Mais je suis aussi venu vous parler de ce que le numérique peut représenter pour le développement de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire toutes les entreprises qui se livrent au bien commun, à l'intérêt général, en France, ça représente 10% des emplois. 2 500 000 personnes qui travaillent dans ce secteur et qui associent 15 millions de bénévoles. L'économie sociale et solidaire, les entreprises d'intérêt général, ont une double vocation. Et depuis des décennies, une vocation de réparation, résoudre les problèmes auxquels notre société, y compris par les pouvoirs publics, répond mal, et puis une vocation de transformation, inventer un nouveau modèle de société, répondant aux besoins de tous. Et l'économie sociale et solidaire, qui pouvait apparaître comme des structures vieillissantes, est devenue aujourd'hui, grâce au numérique, un secteur particulièrement dynamique. On l'a vu pour l'emploi avec les entreprises d'insertion, qui ont conduit des personnes qui étaient très éloignées du marché du travail vers une nouvelle activité. On l'a vu avec les structures de financement, où le cadre coopératif a pu être un élément de mobilisation au titre du crowdfunding. On l'a vu également avec les défis de la transformation écologique, où l'économie circulaire, l'efficacité énergétique, le développement du renouvelable ont été portés par des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Enfin, le numérique a donné aux entrepreneurs d'intérêt général une nouvelle dimension par l'effet de taille, par les réseaux, par l'information, par le lien. Ce qui fait que les projets de solidarité aujourd'hui peuvent partir du local mais devenir très rapidement global. En France, j'avais fait voter une loi en 2014 sur l'économie sociale et solidaire qui faisait que toutes les entreprises, quel que soit leur statut, qui
développaient des activités à forte utilité sociale, réinvestissaient l'essentiel de leurs profits dans ce type d'activité et associer les parties prenantes à la gouvernance pouvaient être reconnus comme entreprises sociales. Ce qui a considérablement élargi le champ de l'économie sociale et solidaire. Et je refais moi-même le constat dans la fondation que je préside aujourd'hui, La France s'engage. J'avais lancé comme président un grand chantier qui consistait à soutenir les initiatives les plus innovantes qui partaient de la société et qui avaient un enjeu de solidarité à travers les innovations technologiques. J'ai voulu, après avoir quitté la présidence de la République française, que cette belle ambition puisse être poursuivie et même amplifiée. D'où la création de la Fondation La France s'engage. Et depuis qu'elle est installée à la station F à Paris, je fais le constat que la frontière entre ce qu'on appelle le non-marchand, l'utilitaire, et le marchand, ce qu'on pourrait dire le privé, le lucratif, devient de plus en plus floue. Et ce qui, au départ, pouvait relever d'un secteur, finalement, se prolonge dans un autre. C'est ce que j'appelle l'hybridation. Au départ, on peut avoir une volonté sociale et trouver un développement sur le marché. Et à l'inverse, on peut partir d'une initiative qui, au point de création, était une activité privée qui devient une activité sociale. Et l'innovation numérique donne une nouvelle dimension à l'économie sociale à travers le partage et ce qu'on appelle l'économie collaborative. Les entrepreneurs sociaux sont eux-mêmes issus du monde des startups. Depuis que je suis installé à la station F, il y a de nombreux entrepreneurs qui me disent comment peut-on faire pour que nos activités qui ont un fort impact social puissent être reconnues par la Fondation. Et d'autres qui me demandent comment peut-on aussi, grâce à la Fondation, aller chercher des partenaires privés pour développer des activités qui vont avoir une vocation sociale. Ce qui me conduit à penser que l'influence du numérique va profondément transformer l'économie sociale et solidaire. Et nous l'avons fait en France, mais ça devra être généralisé dans toute l'Europe et peut-être au-delà, repenser le statut des entreprises, leur mode de financement, pour leur création comme pour leur développement. Le grand sujet pour vous qui êtes ici rassemblés dans ce Web Summit, c'est la levée de fonds. Comment trouver des capitaux pour accompagner, développer les projets que vous avez conçus. C'est ce qui justifie les mises en relation que cette rencontre permet. Des levées de fonds, c'est bien sûr le marché qui doit y répondre. Mais il peut y avoir aussi l'apport de financement par les fondations. Et des nouvelles ressources peuvent être dégagées pour les activités d'intérêt général, celles qui permettent d'améliorer le sort du plus grand nombre, de répondre à des besoins nouveaux ou de satisfaire mieux les besoins anciens. Donc, l'appel que je lance en venant ici au sommet de Lisbonne, c'est un appel à tous les contributeurs privés, à toutes les grandes entreprises, à toutes les grandes fondations, pour qu'elles puissent dégager des financements pour l'intérêt général et pour satisfaire aux objectifs de développement durable. Les levées de fonds, qui sont essentielles, peuvent, pour les entreprises d'intérêt général, venir d'institutions non lucratives, comme la Fondation La France s'engage, à deux conditions. Être préoccupé par le long terme, vouloir s'inscrire dans la durée et améliorer la vie de tous. Ce qui m'anime aujourd'hui, comme citoyen, et sans doute avec l'expérience d'avoir été président, et comme
un individu attaché à ce qui est le plus noble dans l'action collective, c'est-à-dire l'engagement. Nous devons susciter l'engagement, provoquer l'engagement, appeler l'engagement. Et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de créer de l'utilité sociale en accélérant l'innovation. C'est de favoriser autant qu'il est possible le développement des technologies et les mettre au service du bien commun. Et c'est ainsi que l'on pourra donner du sens au progrès, le progrès qu'ici vous représentez tous. Merci pour votre présence, merci pour votre participation et sachez bien que vous travaillez aussi pour l'intérêt général. Merci.